Hello guys! Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet que je n'avais encore jamais abordé sur ma chaîne YouTube, la chirurgie esthétique. Il existe des milliers de cliniques esthétiques à Dubaï. Par exemple, dans le quartier de Jumeirah, vous pouvez en trouver des centaines. Faire de la chirurgie ou médecine esthétique est également beaucoup plus assumé à Dubaï qu'en France, et d'un point de vue légal, les cliniques ont le droit de promouvoir leurs services à travers la publicité. Je suis donc allée à la rencontre d'un chirurgien esthétique français, le docteur Matt Stefanelli, pour que l'on parle de la pratique de la chirurgie esthétique à Dubaï, mais aussi des opérations qui sont les plus demandées et de l'influence des réseaux sociaux dans tout ça. Enjoy! Salut Amel! Comment vas-tu? Check du Covid. Absolument, EvoCheck, ça va? Ça va et toi? Welcome à Ines Clinic. Bah merci de me recevoir. Avec plaisir. J'ai plein de questions. Beaucoup. Vraiment? Ouais, t'es prêt ou pas? Je suis prêt, je suis à ta disposition. On a tout le temps qu'il faut. Merci Mathieu de me recevoir. D'ailleurs, Matt ou Mathieu? C'est comme tu veux Amel. Sincèrement, c'est au choix. Je m'appelle Mathieu, je suis français. Mais vous savez, Mathieu, c'est 2 T-H-I-E-U, donc ici à Dubaï, c'est imprononçable, ils ne peuvent pas l'écrire non plus. Donc j'ai fait plus simple, j'ai pris le surnom Matt. Voilà. Et du coup, Matt, est-ce que tu peux te présenter pour mes abonnés? Avec plaisir. Donc je m'appelle Mathieu Stefanelli ou Matt Stefanelli. Je suis chirurgien plastique, réparateur et esthétique, donc je fais les deux. À la fois de la chirurgie esthétique, ça c'est classique, mais aussi de la chirurgie réparatrice ou reconstructrice. Par exemple, des reconstructions mammaires. Là, vous savez, on est en octobre, c'est le octobre rose. Donc j'ai pas mal de patientes à Dubaï et à Paris qui viennent pour des reconstructions mammaires. Et donc on fait les deux. Donc tu exerces entre la France et Dubaï? Absolument, pas que à Dubaï. Absolument. Je partage mon temps entre Dubaï et Paris. Je suis 3 semaines à Dubaï et 1 semaine à Paris. Il y a 2 ans à peu près, j'ai décidé de venir travailler également à Dubaï pour des raisons dont on pourra parler si tu veux. Mais on peut en parler, pour quelles raisons? Pour des raisons initialement personnelles. Ma fiancée était à Dubaï. Donc après 2 ans à faire des allers-retours, 1 semaine par mois, elle m'a dit au bout de 2 ans, Mathieu, soit tu viens à Dubaï, soit on arrête. Ciao. Et donc du coup, j'ai déménagé, mais pas complètement. Je reste encore 1 semaine par mois à Paris, parce qu'en tant que Français, ça me paraît important d'avoir encore mon activité parisienne. Ça fait longtemps que j'y suis, j'ai mon réseau parisien, je suis français, j'ai des patients français à Dubaï, mais aussi beaucoup à Paris. Et donc voilà, je fais les deux. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de patients français, j'ai vu que tu en avais opéré une très connue dernièrement. Je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Jessica Thivenin a fait une opération dernièrement et c'est Matt qui l'a opérée. Donc tu peux nous dire quelle opération elle a faite, comment ça s'est passé? Ouais, déjà vous signalez que ça ne relève pas du secret médical parce qu'elle en a parlé, et que, voilà, on a signé les papiers, les consentements, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler et de la citer. Donc elle a fait effectivement il y a maintenant 25 jours, le 17 septembre, à Dubaï, une intervention de remodelage du corps, pas que des fesses, hein, on a travaillé vraiment à 360 degrés. Ah, moi je pensais que c'était vraiment que les fesses. Oui, la demande initiale c'était les fesses, mais si tu veux on pourra en parler dans le détail. Les fesses en fait, faut pas juste focaliser dessus, tout ce qu'il y a autour compte. La taille, les hanches, les cuisses, le ventre. Donc on a fait tout en même temps, on a fait le devant, l'abdomen, on a fait la taille sur les côtés, on a fait le bas du dos, on a fait les hanches et on a fait les fesses. Waouh! 5 en et même la face interne des cuisses, on en a fait 601. Et ça tu l'as fait en une opération? On a fait une opération qui a duré 4h30. Mais du coup ça fait beaucoup de zones à remodeler, comment ça se passe au niveau de la convalescence? Oui, effectivement c'était convenu avant l'intervention qu'il fallait qu'elle suive un protocole post-opératoire bien précis de 1 mois. Donc là elle a bientôt fini, elle est au 25e jour. Elle a une gaine compressive, elle a des massages quotidiens. J'ai vu dans ses stories qu'elle est tout le temps allongée sur le ventre aussi. Oui, alors c'est ça parce qu'elle a des implants fessiers. On a fait en gros 3 grandes étapes. On a fait une liposuction, on a enlevé la graisse, on a mis des implants dans les fesses et la graisse on l'a injectée au niveau des hanches. Donc par rapport aux implants, elle a interdiction pendant 1 mois de s'allonger sur le dos et de s'asseoir. C'est quoi le prix d'une opération comme ça? Je sais qu'il y a des différences de prix déjà entre la France et Dubaï. Est-ce que tu peux donner une fourchette de prix? Je vais te donner un exemple bien précis, Amel, les implants mammaires, l'augmentation mammaire par prothèse, parce que c'est une intervention standard qu'on aime bien prendre comme modèle. À Paris, c'est environ 6 000 €. D'accord? Un peu moins en province. En province, 4 500, 5 000 €. À Paris, 6 000 €. À Dubaï,
Tout est un peu plus cher à Dubaï, comme tu le sais. À Dubaï, la même intervention va coûter 8-9 000 euros en fonction des cliniques. Pourquoi? Parce que les coûts inhérents à la pratique de la médecine sont le double. Par exemple, quand je passe 1 heure au bloc opératoire à Paris, ça me coûte 500 euros de l'heure, et à Dubaï, ça me coûte 1000 euros de l'heure. Donc, il y a plein de coûts comme ça qui sont le double, et on arrive à la fin à un coût pour le patient qui est entre 30 et 50% plus cher qu'à Paris. Voilà. Toi qui opères en France et à Dubaï, qu'est-ce que tu conseilles à une patiente qui voudrait se faire opérer, de plutôt le faire en France ou à Dubaï? Écoute, ce que je conseille, c'est avant tout de se faire opérer proche de son domicile. Ou alors, si on voyage pour aller voir un chirurgien, de rester suffisamment de temps sur place, au moins 8 jours, encore mieux 15 jours puisque c'est la cicatrisation de la peau, et dans le cas de mon intervention spéciale pour les fesses, 1 mois. C'est vrai que ces dernières années, la chirurgie plastique s'est de plus en plus démocratisée, c'est de plus en plus assumé pour beaucoup de célébrités et d'influenceuses d'en faire. Et c'est vrai que les fesses, on a tendance à dire que c'est les nouveaux seins. Absolument. Il y a de plus en plus de femmes qui veulent se faire refaire les fesses. Est-ce que du coup, toi, tu as remarqué une augmentation? Absolument, oui. C'est vrai qu'on peut comparer ça à la Tour Eiffel. Il y a 3 étages. Il y a le visage, les seins, les fesses. Le visage, ça s'est démocratisé, mais ça devient classique. Les seins aussi. Et maintenant, le 3e étage, ou en tout cas le 1er étage, c'est les fesses. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. The butt is the new breast. Les fesses, c'est le nouveau sein, ou the butt is the new face. Les fesses, c'est le nouveau visage. C'est vrai qu'on voit un engouement, un intérêt pour les fesses qui est absolument incroyable, qui n'y avait pas avant. Mais c'est vrai que tu vois, par exemple, moi quand j'étais adolescente, avoir des formes, c'était pas à la mode. Nos canons de beauté, c'était les Kate Moss, etc., qui étaient toutes filiformes. Après, voilà, il y a eu l'ère Kim Kardashian, etc., ça a changé. Et ces célébrités, comme Kim Kardashian, Jennifer Lopez, etc., elles ont vraiment construit leur notoriété sur leurs fessiers. Et je pense qu'elles ont influencé du coup, beaucoup de gens. C'est ça qu'on remarque de plus en plus, c'est qu'il y a des femmes qui se créent une notoriété sur leurs courbes, et notamment sur leurs fesses. Tu sais, cette forme en sablier qu'on appelle hourglass shape en anglais, elle est vraiment centrée sur une taille fine, des hanches et une projection des fesses. Donc cette surface, elle est plus grande que les seins, elle impacte de plus en plus, et on a de plus en plus de patientes qui viennent donc pour ce contouring de toute la partie centrale du corps, qui va à peu près de sous les seins jusqu'à mi-cuisse. Et quand on fait ces chirurgies combinées, on fait vraiment le tout. Et ces patientes, elles viennent avec des photos de célébrités. Alors ça dépend dans quel pays elles sont. Elles peuvent venir avec des photos de célébrités qui ont des fesses plutôt petites, ça c'est plutôt le style européen, ou alors des fesses un peu plus larges, un peu plus rebondies, ça c'est plutôt le style américain. Moi je suis français et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à avoir des patientes plutôt minces qui viennent pour des petites augmentations, mais de temps en temps j'ai des patientes américaines qui veulent des choses un peu plus grosses, donc on s'adapte aux demandes de chaque patiente. Je pense aussi, il y a quelque chose qui joue énormément, bon on en parlait, hein, l'avènement des réseaux sociaux, etc. Mais les filtres Instagram Stories, Snapchat, etc. Franchement, c'est un truc à faire une dépression, moi je trouve. Enfin, parfois, tu te mets un filtre et voilà, tout de suite, tu as la police, tu n'as plus une seule ridule, tu as les dents super blanches, tu as les yeux en amande, tu as les lèvres qui sont un petit peu grossies, etc. Et du coup, est-ce que tu as des femmes qui viennent parfois te voir et elles te disent juste, bah en fait, moi je veux ressembler à mon filtre Instagram? Oui, alors en fait, on observe, nous, 3 éléments qui impactent un petit peu notre pratique. Comme tu l'as cité, les filtres, mais il n'y a pas que ça. Il y a également le selfie et, avec le Covid, le zoom. Parce qu'en fait, finalement, quand on prend un selfie, on est à peu près à 50 cm de son visage. Donc on est trop près, son visage en fait paraît plus gros, son nez paraît plus gros, les joues paraissent plus grosses, on voit moins les oreilles, tout ça. Donc on a une vision déformée de la réalité. Pareil avec Zoom, en général à Zoom on est à 50 cm de son ordinateur, alors que vraiment la distance sur laquelle on apprécie le mieux une personne, mais c'est ce qu'on appelle la distance sociale, c'est 1,50 m
2 mètres, c'est pas 50 cm. Et c'est en pratique ce que l'on devrait respecter pour prendre une photo. Donc, comme tu l'as dit, les filtres, le zoom, les selfies, tout ça, c'est une réalité déformée qui nous pose problème, mais qui nous amène beaucoup de patience en même temps. Parce que maintenant, les gens veulent être bien sur Zoom. Il y a beaucoup de gens qui se rendent compte qu'ils ont un gros nez sur Zoom ou dans les selfies. Mais en fait, leur nez, il n'est pas si gros. C'est juste qu'il est pris en photo à 50 cm au lieu d'être à 1,50 m. Et également, un autre problème, le Photoshop. Là, maintenant il y a des pays qui vont prendre des lois pour imposer aux photographes de mode d'apposer ou non si une photo a été retouchée par Photoshop, parce que ça impacte énormément le grand public. Elles sont forcément toutes retouchées. Même moi, je suis la première à retoucher mes photos, je vais retoucher la lumière, etc. C'est pas forcément je vais retoucher mes traits, mais tu vas forcément retoucher quelque chose pour que la photo soit plus impactante. Mais c'est vrai que moi, je pense que ça pose problème quand on en vient à modifier son apparence physique, et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, parce que Instagram et ses filtres, ça nous donne vraiment une image faussée de nous-mêmes, je trouve. Ouais. Et ce qui est, bon, après, ce qui est une opportunité pour toi d'un point de vue business, c'est aussi, je pense, pour des personnes comme les adolescents, etc., ça ne doit pas toujours être évident de se retrouver dans tout ça. De savoir, est-ce que c'est vraiment un complexe que tu as, est-ce que c'est vraiment un besoin, ou tu le fais parce que tout le monde le fait? Non, c'est tout à fait ça, Amel. Et d'ailleurs, un petit truc, je vous invite à observer les gens plus en vidéo qu'en photo. Parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué de retoucher une vidéo. Par exemple, on sait que moi, dans ma spécialité justement de la chirurgie des fesses, où j'observe énormément de célébrités, d'influenceuses, de youtubeuses, qui justement ont fait un business énorme sur leurs fesses, eh bien je peux te garantir on sait qu'il y en a qui retouchent leurs photos, notamment qui réduisent la taille et qui augmentent un petit peu les fesses, et quand on les regarde en vidéo, c'est pas les mêmes. Donc ça, c'est une petite astuce pour évaluer un peu plus objectivement certaines personnes. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu disais que toi tu as l'œil, tu sais, si tu vois une célébrité ou une femme, tu sais dire si c'est naturel. Oui, la plupart du temps, mais j'aime à dire qu'une chirurgie bien faite doit être naturelle. C'est une chirurgie qui ne se remarque pas. Exactement. En tout cas, dans la conception française, la French Touch, la fameuse touche à la française, qui est le côté naturel, où quasiment la famille, ou même le mari ou le boyfriend, ne doit pas être au courant. Il y a d'autres pays, d'autres continents, d'autres ethnies, où au contraire, ça doit se voir. Elles cherchent le surgical look, notamment les Sud-Américaines. Elles veulent justement montrer leurs seins, leurs fesses, qu'elles ont été opérées, parce que c'est un signe social. Donc voilà, ça il faut toujours bien prendre en compte l'origine de la patiente, parce que voilà, il faut de tout pour faire un monde, et il n'y a pas de souci avec ça. Est-ce que tu as déjà eu des demandes un peu farfelues de clientes et que tu as dû refuser parce que tu sais, non mais... Très bonne question, Amel. En fait, il y a une expression qui dit on reconnaît les grands chirurgiens non pas aux interventions qu'ils font, mais à celles qu'ils ne font pas. Et c'est vrai que moi, je dis souvent non. Tous les chirurgiens ont des sensibilités différentes. Je te l'ai déjà dit, je te le redis, je suis français et donc j'ai la French Touch en moi, en tant que médecin, en tant que chirurgien. Et c'est vrai que je veux des résultats naturels pour mes patients et aussi pour moi, parce que mes patients me représentent un petit peu, sont un peu mon image de marque, et donc je ne veux pas avoir des patients qui sont surnaturels, j'allais dire. Donc évidemment que je passe beaucoup de temps à dire non, et il suffit juste de dire non et d'expliquer pourquoi. Alors ça, c'est important d'expliquer pourquoi on dit non, mais évidemment que moi je ne cours pas après les interventions, comme je dis souvent. 3 règles en chirurgie esthétique. La première règle, pas de complications. La deuxième règle, pas de complications. La troisième règle, pas de complications. Quand on ne respecte pas la nature, le côté naturel, quand on dépasse, quand on remplit trop, quand on met des trop gros implants, eh bien on a des complications. Et on a évidemment des catastrophes sur Internet, des implants fessiers qui se retournent, des prothèses mammaires qui sont asymétriques, enfin voilà, on voit des catastrophes. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas respecté les fondamentaux, notamment le côté naturel avec des volumes
normaux et pas des volumes anormaux. Tu peux me dire quelles sont les opérations que les femmes elles demandent le plus en chirurgie esthétique? Bon, classiquement, l'augmentation mammaire. Est-ce que c'est toujours plus demandé que les fesses? Ah oui, oui, clairement. Si on compare seins et fesses, c'est vrai que la demande pour les seins, elle est assez stable, elle n'est pas en augmentation. Par contre, la demande pour les fesses, elle est en grande augmentation. Elle est toujours inférieure au sein, mais elle augmente énormément. Elle fait partie, en 2019 par exemple, ça a été l'intervention qui a le plus augmenté au niveau mondial. On a des statistiques, et donc la chirurgie des fesses a augmenté, mais elle reste évidemment inférieure au sein. Et donc en 1, je dirais l'augmentation mammaire. En 2, la liposuction, quelle qu'elle soit, en général c'est le ventre, la taille et le dos. On a également la rhinoplastie. Okay. La rhinoplastie, ça c'est pour les interventions chirurgicales. Pour ce qui est des procédures non chirurgicales, on a toujours les injections de fillers, notamment au niveau des lèvres. Ça, j'imagine que c'est en augmentation aussi, parce que c'est vrai qu'on voit aussi de plus en plus de filles. Oui, c'est en augmentation, parce que c'est vrai que c'est une période de récupération beaucoup plus courte. Une chirurgie, ça récupère en 8 à 15 jours. Là, ça récupère en quelques jours. Donc, on peut même sortir le soir après avoir eu un botox ou une injection d'acide hyaluronique. C'est quoi la différence principale entre le botox et l'acide hyaluronique? Alors, on va commencer par le botox, qui est en fait un nom commercial. On devrait parler de toxine botulinique. Ça, c'est le nom générique. Le botox, c'est une des toxines. Okay. Et j'en parle en premier parce que c'est la première qui a été utilisée il y a 30 ans, un peu par hasard en fait. C'est des patients en fait, qui avaient des strabismes, qui avaient des problèmes, donc des pathologies. On utilisait le botox et on se rendait compte que dans la zone où on injectait, ils n'avaient plus de rides. Donc ça a été une découverte fortuite, par hasard, et à partir de là, on l'a utilisé pour traiter les rides dynamiques. Donc par exemple les rides du front, les rides de la patte d'oie, les rides ici de la glabelle, les rides du nez. Donc ce sont des rides dynamiques qui sont dues à des muscles. La toxine est une toxine paralysante qui va donc bloquer le muscle. D'accord ? Donc par exemple, quand tu lèveras les sourcils, tu n'auras plus les rides. D'accord ? Donc le botox, c'est une toxine qui paralyse les muscles. À l'opposé, l'acide hyaluronique, qu'on appelle aussi produit de comblement ou filler en anglais, ça va donner du volume. Donc ça ne va pas traiter une ride, ça va traiter un sillon. Par exemple ici, le long du nez, tu as ce qu'on appelle le sillon nasogénien. Donc ça, on ne le traite pas avec du botox, on le traite avec un filler. Et les deux se résorbent Oui, ce sont des produits résorbables et c'est très important ça. Moi, je n'utilise pas de produits non résorbables parce que qui dit produit non résorbable dit possible complication, le corps peut les rejeter. Donc botox et filler, ça résorbe. En combien de temps? Le botox, ça résorbe en 4 à 6 mois. Donc c'est plutôt une durée assez courte. Okay. Le filler, plus, entre 6 et 12 mois, en fonction des zones, en fonction des types de fillers. Il y en a des costauds, des résistants, d'autres des plus souples. J'imagine bien qu'on n'utilise pas le même produit sous les yeux, où on a très peu de peau, et sur la mâchoire, où c'est beaucoup plus robuste. Moi j'ai remarqué un truc par rapport à tout ça. Le botox, filler, etc. Tu as beaucoup de filles qui commencent très tôt, comme je pense à Kylie Jenner, qui a 22 ans aujourd'hui, mais qui a commencé à 18-19 ans déjà, à tout fait. Et ben moi je trouve que ça vieillit. Je vais te citer une phrase extrêmement intéressante et élégante de Karl Lagerfeld. Karl, avant de décéder, avait dit « Il n'y a rien qui paraît plus vieux que de vouloir paraître jeune ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre médecine, notre chirurgie esthétique, moi je ne veux pas rajeunir mes patients, je veux les embellir. Il y a une grande différence entre embellissement et rajeunissement. C'est vrai que de temps en temps, quand on embellit, on rajeunit, mais à la limite ça c'est secondaire. Mais moi je veux surtout que mes patients ils soient mieux, qu'ils soient, comment dire en anglais, a better version of themselves, une meilleure version d'eux-mêmes. Et donc, quand tu cites ces patientes qui commencent à 18 ans et un jour, parce qu'il y a vraiment des patientes, tu regardes la date de naissance, elles ont eu 18 ans la veille. Mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu, entre guillemets, condamnées à faire ça toute leur vie, parce que sinon, à un moment donné, elles vont toujours être un peu dans le manque de ce qu'elles étaient 6 mois avant. Et c'est vrai que les tissus, même si ce sont des produits résorbables, vont
être un petit peu stimulés et vont te donner avec le temps un aspect un petit peu cartonné, un peu figé pour le Botox, ou un petit peu trop rempli, ou un peu figé, oui, comme tu dis, ça ne bouge pas comme avant. C'est vrai, mais après chacun fait ce qu'il veut. Moi ça m'intéresse vu que j'ai 32 ans. Moi personnellement j'ai jamais fait de médecine esthétique, d'injection, etc. Mais c'est vrai que dans mon entourage, moi j'ai des copines qui en ont déjà fait, etc. Donc qu'est-ce que tu conseilles aux femmes qui ont passé la trentaine, qui commencent à, moi comme tout le monde, hein, on va tout y passer, on a des rides à un moment donné. Qu'est-ce que tu conseilles? À partir de quel âge? Quelle technique plutôt? Alors Amel, toi tu as 32 ans, tu es dans la période qu'on appelle de vieillissement invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on commence à vieillir à 25 ans. C'est vrai. Mais on dit que c'est le déclin pour voilà, on commence à décliner, pour les hommes aussi, hein. On commence vraiment à décliner, à vieillir au niveau des tissus à 25 ans. Mais il faut à peu près 10 ans pour que ça soit visible, vraiment visible, qu'on ait des signes objectifs, des rides, des creux. Donc entre 25 et 35, on a cette période de vieillissement invisible ou de vieillissement subclinique, c'est-à-dire que ce n'est pas encore visible cliniquement. Et donc là, on a deux possibilités. Soit on attend, ce n'est pas une priorité, et on attend quelques années encore pour faire quelques traitements, comme on a dit, de filler, de botox par exemple, ou alors on fait de la prévention, on sait déjà qu'on vieillit, et on peut faire notamment un peu de botox qui va relâcher les muscles du visage, ou un peu de filler qui va un peu hydrater la peau, et ça permet de retarder un petit peu l'apparition visible des signes du vieillissement. D'accord. Donc en fait, je dois commencer maintenant. Il n'y a pas de tu dois. Tu as dit quelque chose, tu dois. Non, en esthétique, il n'y a pas de devoir. Ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas d'obligation. C'est un soin de confort non urgent. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant le Covid, on a arrêté 3 mois. Il y a plein de médecins qui n'ont pas arrêté de travailler. Les cardiologues, les chirurgiens orthopédiques, ils ont continué à travailler. Moi, j'ai arrêté de travailler pendant 3 mois, puisque c'était qualifié soin non urgent. Donc, il n'y a aucune nécessité, aucune obligation. C'est une décision vraiment personnelle, c'est toi qui décides pour toi. Et tu as deux possibilités, soit tu attends d'être un peu plus marqué, soit tu sais déjà que tu veux faire de la prévention pour Mais on ne dit pas qu'une fois que les rides elles sont installées, c'est trop tard. Ouais, moi j'ai souvent entendu ça. Il vaut mieux prévenir que guérir, évidemment, mais il n'est jamais trop tard non plus. Et il vaut mieux tard que jamais. Ok, je vais y réfléchir alors. On a beaucoup parlé des femmes, mais j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui font de la chirurgie. Ouais, de plus en plus. Bon, encore beaucoup moins que les femmes, hein. Le ratio, c'est peut-être 8 femmes pour 2 hommes à peu près, ou 9 femmes pour un homme, c'est dans ces eaux-là. Qu'est-ce qu'on fait chez les hommes en 2020? J'aimerais te présenter ça, Amel, en 6 étages. Ok. D'accord? De haut en bas. Ok. Le premier niveau, c'est les cheveux. Ouais. Il y a un grand engouement pour la greffe capillaire. Alors moi, je ne fais pas du tout de greffe capillaire. Tu as fait toi? Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai une bonne tignasse. Ouais. Mon père est comme ça et j'espère que ça continuera. Mais malheureusement, pour des questions génétiques, il y a beaucoup d'hommes qui perdent leurs cheveux. Le deuxième niveau, c'est la partie supérieure du visage pour avoir un peu l'air relâché. Donc on fait de la toxine botulinique, du botox, dans les rides, entre les sourcils, dans le front, sur le côté des yeux, pour que ça soit un peu plus relâché. C'est un signe de fraîcheur. Le troisième niveau, c'est la zone périoculaire. Tu sais, quand tu es fatigué, on marque un petit peu, on a des cernes, on a les yeux creux, on a un peu des poches. Donc c'est vrai, et notamment chez les hommes, c'est vrai que ça donne un côté de fatigue. Donc un coup de frais en faisant par exemple des blépharoplasties supérieures ou des petites injections inférieures. Le quatrième niveau, c'est la mâchoire, le menton, la fameuse jawline. Ça, c'est plutôt un signe de masculinité, virilité. Il y a de plus en plus d'hommes qui viennent pour avoir des angles mieux dessinés, de la mâchoire, un menton plus prononcé, parce que voilà. Le cinquième niveau, c'est ce qu'on appelle la liposuction haute définition. C'est faire les abdominaux, les six packs. Ah, il y a des hommes qui font ça? Oui, c'est plutôt les hommes en général que les femmes, parce que
et avoir vraiment les abdominaux, les six-packs bien marqués, ça c'est vraiment un côté masculin. On peut faire un peu de haute définition chez la femme, mais on n'ira pas jusqu'à marquer notamment les lignes horizontales. On restera avec quelques courbes, mais pas trop marquées. Donc les hommes, pour avoir un côté athlétique, sportif, ils font de plus en plus de liposuction haute définition. Et le sixième, c'est la médecine et la chirurgie génitale, qui est de plus en plus en vogue, pour donner plus confiance en soi, aussi un peu le côté virilité. Donc on a de plus en plus d'hommes qui consultent pour une augmentation ou un élargissement pénien. Franchement, je ne savais pas que les hommes étaient autant intéressés par la chirurgie. Moins que les femmes, mais de plus en plus. Mais de plus en plus. Ouais. Et pour finir, on va faire un petit jeu. Alors. J'aime bien les jeux, hein, attention. J'aime bien les jeux. J'aime surtout gagner. Alors, je vais te montrer des photos de célébrités, mais leurs fessiers en particulier. Ok. Et est-ce que tu peux me dire si, selon toi, avec ton œil de chirurgien et d'expert, est-ce que c'est naturel ou c'est fake? Fake or true. Ok. Allez, on commence avec Jennifer Lopez. On connaît tous la réponse. Fake, mais j'allais dire bien fait quand même malgré tout. C'est ce qu'on appelle un BBL, Brazilian Butt Lift. Réduction de la taille par liposuction et réinjection de la graisse dans les fesses, pas d'implant. Donc c'est voilà. Bah moi je suis naïve, hein. Je pensais vraiment que c'était naturel. Écoute, sincèrement, elle l'a dit, hein, Gillo. Ah, elle l'a dit. Ah ouais, c'est comme Kardashian. Il y a plein de célébrités, notamment américaines, qui l'ont révélé. Kim Kardashian, elle l'a révélé? Écoute, si elle l'a pas révélé, je pense pas qu'elle l'ait révélé. Hein. Écoute, c'est un petit peu comme le nez au milieu de la figure. Hein. Bon, bah la petite sœur. Alors. Kylie Jenner. Kylie Jenner. Pour moi, avec mon œil de professionnel, elle a un rapport entre la taille et les hanches, qu'on appelle le WHR, Waist Hip Ratio, qui est très proche de ce qu'on appelle le ratio idéal ou le ratio d'or, qui est de 0,65. Et là, clairement, c'est quelque chose d'assez rare dans la nature qu'elle a, donc il est très probable qu'elle ait eu une intervention. Next one, Cardi B. Est-ce que tu vois mieux? Ouais, je pense qu'elle a eu la même intervention que Jennifer Lopez, donc aspiration de la graisse au niveau de la taille et réinjection dans les fesses. Ouais. Ouais. Elle l'a eu parce qu'elle l'a jamais assumé non plus, mais il y a des photos avant, après. De toute façon, c'est ça, il y a toujours des photos avant la chirurgie qui ressortent à un moment donné et elles se font griller. Alright. Alright, c'est mon expression d'ailleurs. C'est la mienne aussi. Hein. Ah ok. C'est la nôtre. Il y a des gens qui copient ici. Je pense que je suis légèrement plus âgé que toi, donc que j'avais commencé avant. C'est la nôtre, ça va? Ça va. On partage ça. Un très grand merci Matt de m'avoir accordé du temps. Vraiment. J'espère les gars que cette vidéo elle vous aura été utile, que vous avez appris des choses vraiment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ne répondrai pas, mais Matt répondra. Ouais, tu connaissais tout maintenant. Je sais pas, quand même. La différence entre Botox et filler? Filler ça remplit, Botox ça fige. Voilà, donc les questions c'est elle qui répond. Je répondrai. Et si vous voulez contacter Matt, si vous avez des questions, si vous avez envie de faire une opération de chirurgie esthétique ou autre, je vous invite donc à le suivre sur Instagram. Tu exerces en France et à Dubaï. Je mets tes coordonnées juste ici. Donc n'hésitez pas les gars à liker, commenter, partager cette vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye! À très bientôt!